She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. Bonjour, nous sommes à la 12e et dernière heure du premier jour des 24 heures chrono de l'International. En direct des studios de TV5 Monde. Après Lima au Pérou, nous voici maintenant à Atlanta aux États-Unis. Capitale et plus grande ville de l'État de Géorgie au sud-est des États-Unis, Atlanta est une des métropoles américaines qui connaît une des plus fortes croissances du pays. Avec plus de 5 millions d'habitants, on y trouve le siège de plusieurs grandes multinationales, à l'image de Coca-Cola, UPS ou Delta Airlines. La ville accueille aussi tous les ans depuis 2010 France Atlanta avec un seul objectif, renforcer les relations entre l'Hexagone et le sud-est américain. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Yves Berthelot, bonjour. Vous êtes vice-recteur chargé des initiatives internationales à Georgia Institute of Technology, une des grandes universités d'Atlanta et des USA. Et Christophe Dissot, exécutif vice-présidente de Maintag, une société française basée à Atlanta qui développe des solutions de traçabilité pour l'industrie aéronautique. Avec nous également via Skype, Denis Barbet, consul de France à Atlanta, consul général de France à Atlanta. Bonjour Monsieur Barbet, c'est avec vous que l'on va débuter cette émission. Monsieur le consul général, combien de Français compte-t-on à Atlanta ? Il y a à peu près 2500 inscrits au consulat général et on estime à peu près à 5000 le nombre de Français qui résident dans le Grand Atlanta, c'est-à-dire dans la métropole de 5,5 millions d'habitants. Quel est le profil de ces Français ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes diplômés ? Est-ce que ce sont plutôt des gens qui viennent s'installer en famille et débuter une entreprise ? Ce sont plutôt effectivement des jeunes professionnels, dont certains sont un peu moins jeunes puisqu'ils sont là depuis 20-30 ans. Ils ont créé leur entreprise. Ils sont avec un grand succès d'ailleurs. Ce sont majoritairement des femmes, des familles aussi avec des enfants. Il y a beaucoup d'enfants à Atlanta. D'accord. Est-ce que vous constatez une hausse ou une baisse de ces nouvelles installations de Français à Atlanta ? La communauté française a beaucoup augmenté ces 3 dernières années, à peu près de 20%. Cette année, il y a une stagnation, sans doute peut-être due à l'atonie de l'économie américaine ces derniers mois. Mais ça pourrait repartir très rapidement. Merci beaucoup. On va tout de suite parler des conditions de vie. Atlanta, une ville où on se sent bien, avec cependant un premier point négatif, les bouchons, comme l'explique Jennifer Saad, expatriée depuis 15 ans à Atlanta. Nous avons 2 lignes de métro, nord, sud, est, ouest, des bus qui ne desservent pas tous les quartiers. Et si vous voulez aller à pied ou à vélo au travail, n'y comptez pas, vous allez aller nulle part. Il vous faut une voiture. Et c'est pour cela que pour les futurs expatriés qui vont venir sur Atlanta s'installer, je leur suggère, bien à l'avance, de choisir leur quartier où ils veulent habiter, afin de justement pas être coincés dans les bouchons, car Atlanta est bien connu pour ça. Vous qui vivez à Atlanta, Monsieur Berthelot, est-ce que les bouchons, c'est vraiment le cauchemar ? Ça peut l'être. C'est effectivement une très grande ville, très étalée en distance. Donc effectivement, d'abord, il faut avoir une voiture à Atlanta. C'est vraiment nécessaire. Il y a un métro, il y a des bus, mais il faut avoir une voiture, restons pratiques. On fait beaucoup de kilomètres, il peut y avoir beaucoup de bouchons. Je dirais que peut-être pour des expats qui voudraient venir, rester à l'intérieur. Il y a un grand périphérique à Atlanta qu'on appelle le 285 Loop, la 285. C'est vrai que si vous restez un petit peu à l'intérieur de cette grande loop, vous aurez sans doute de meilleures chances pour éviter des bouchons. On va en parler tout de suite avec le logement. Jennifer Saad, dans sa vidéo, conseille de choisir le quartier où habiter, justement. Mais avant, faisons le point sur les modalités pour louer un appartement ou une maison avec Tony Vogue, qui est le directeur régional pour les Amériques chez AGS. Speaking of renting apartments or houses in the Atlanta area, or indeed anywhere in the US, there are certain requirements that you may find it difficult to meet. The first is that you will be required to have a credit score or a credit history. So you'll need to organize to have that transferred bank to bank from France.
without a credit history, it's unlikely that anyone will allow you to sign a lease. You're required to pay the first month's rent plus a security deposit. That deposit is to be used for necessary repairs at the end of the lease. You should make it clear that necessary repairs do not include repainting. Repainting is viewed by most leases as part of the wear and tear repair that's normal at the end of the lease. Aussi, Monsieur Berthelot qui vit à Atlanta, vous conseillez les mêmes quartiers ou est-ce qu'il y a d'autres quartiers pour les Français? Oui, bon, tout dépend du lieu du travail, mais effectivement, les quartiers populaires, je dirais, il y a Midtown, et si vous allez un petit peu plus, il y a les côtés Virginia Highlands, il y a les quartiers vers Buckhead, et puis si vous allez effectivement plus au nord ou au nord-ouest, il y a Marietta, au nord-est, au nord, c'est effectivement des quartiers qui sont assez populaires. Vous, Monsieur Dissot, vous avez aidé un de vos employés à venir s'installer à Atlanta, vous l'avez installé dans ces quartiers-là? Tout à fait, nous on a installé nos bureaux à Buckhead, et également le logement de notre directeur de filiale. Comme disait M. Berthelot, je pense qu'il est très important dans une ville où le trafic est quand même un problème, de bien localiser son lieu de travail par rapport à son lieu d'habitation. Justement, on va revenir sur le coût du logement avec Rodolphe Millet, chargé de développement pour Team Relocation, qui nous parle justement du coût du logement à Atlanta. C'était environ pour un 2 pièces entre 800 et 1600 $. Et ensuite, pour un 3 pièces ou un 4 pièces dans un appartement, on peut aller jusqu'à 2500 $. Pour ce qui est des logements en maison, on peut atteindre, par exemple, pour une grande maison, pour un 5 pièces, par exemple, on peut atteindre facilement 6000 $. Et il est aussi essentiel de savoir que certains propriétaires demandent une taxe de 25 $ à tous les locataires potentiels qui viennent visiter les lieux. Et cette taxe est néanmoins remboursée si le contrat de bail est signé. On recommande 3 quartiers, donc le nord de la ville d'Atlanta, les banlieues nord et le centre-ville. Alors, pour avoir de bons conseils, selon vous, il faut mieux passer par une agence immobilière ou est-ce que c'est plutôt facile par le bouche à oreille de trouver un appart? Les deux, mais je conseillerais effectivement de peut-être commencer d'abord par Internet et bouche à oreille, mais rapidement d'aller vers des professionnels qui peuvent vraiment vous guider. Il y a des aspects importants, par exemple, si vous avez des enfants, choisir le lieu aussi en fonction de l'école. Parce que pour éviter aussi cette taxe, par exemple, passer par des professionnels, cette taxe de 25% dont parlait Monsieur Millet dans sa vidéo? Je ne sais pas. Vous ne savez pas là-dessus. Nous allons évoquer le coût de la vie en général à Atlanta avec Vincent Guillemot qui est expatrié là-bas depuis 6 ans. Le coût de la vie est probablement plus élevé aux États-Unis qu'en France, à l'exception de l'immobilier et de l'automobile. Surtout en ce qui concerne l'immobilier, après la crise qui a frappé la Géorgie, on peut trouver à se loger très facilement et à des prix relativement abordables. Et si on compare la Géorgie, Atlanta, par rapport aux autres grandes métropoles américaines où les Français vont s'installer, c'est sûr que le coût de la vie est beaucoup plus intéressant. À tout point de vue, on peut estimer que Atlanta doit être à peu près 40 à 50% moins cher que New York et New Jersey. Vous, Monsieur Christophe Dissot, qui avez vécu à New York, est-ce qu'Atlanta est vraiment moins cher? Oui, je pense que Monsieur Guillemot a tout à fait raison. Atlanta a dit l'avantage d'une grande métropole avec des coûts économiques et des coûts de vie relativement, je ne sais pas si on peut dire bon marché, mais beaucoup plus économique qu'une grande métropole comme New York. C'est d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais une des raisons qui a poussé Mindtag à s'implanter à Atlanta. D'accord. Vous êtes aussi, vous confirmez? Oui, tout à fait. Je pense que c'est moins cher, effectivement, par rapport à la côte Est ou la côte Ouest, qui sont nettement plus chères. Atlanta est un très bon rapport qualité-prix. Comment se passe l'intégration avec les personnes qui vivent à Atlanta et en Géorgie en général? Alors, ce qui frappe quand on arrive en Géorgie ou à Atlanta, d'abord, 2 choses. La première chose qui m'a frappé, c'est l'accueil très, très chaleureux et vraiment, les Français sont très, très bien accueillis en Géorgie. L'autre chose, c'est qu'Atlanta, il faut s'imaginer une ville qui est pleine d'arbres, très, très verte. C'est une ville à la campagne. Et donc, c'est important de garder ça en tête. On est très, très bien accueillis à Atlanta. Il y a certains clichés sur les États du Sud, que les gens sont un peu lents. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. Écoutez, à Atlanta, il y a finalement
finalement relativement peu de gens qui sont nés à Atlanta ou qui sont de Géorgie. C'est une ville extrêmement cosmopolite. Bien sûr, si vous faites 50 ou 60 kilomètres et que vous allez dans l'État de Géorgie, ce sera tout à fait différent. Mais Atlanta elle-même, on peut retrouver certains clichés, mais de manière générale, c'est une ville très cosmopolite, très accueillante. Donc finalement, il faut vite les balayer. Oui, tout à fait. Je pense que chacun se fera ses propres histoires en fonction de ses connaissances et de ses amis. Monsieur le consul, je me permets de revenir vers vous. Est-ce qu'on peut dire un mot au sujet de l'éducation pour les enfants français? Est-ce qu'il y a un lycée français à Atlanta? Il n'y a pas de lycée français à Atlanta. Il y a plusieurs options en fait, pour scolariser des enfants, soit à l'école, à l'Atlanta International School, qui a un primaire qui est homologué par le réseau de l'AEFE. Et ensuite, on poursuit jusqu'au baccalauréat dans le cycle de l'IB. Il y a une école dite du samedi pour les francophones qui souhaitent renforcer le français, une initiative privée qui souhaite renforcer le français le samedi matin, et une école maternelle qui s'appelle la Da Vinci School, qui scolarise des enfants aussi francophones, français et non français mais francophones, la semaine. Et combien ça coûte tout ça? Est-ce que c'est des tarifs qui sont assez élevés ou pas? On parlait justement du coût de la vie à Atlanta. Je dirais que moi, le logement qui est pas si cher que ça. Enfin, je suis un peu surpris de ce que j'ai entendu. Je pense pas que le logement soit si cher que ça. Tout dépend des quartiers où l'on habite et du type de villa que l'on veut obtenir. Mais en fait, souvent il y a la piscine. Comme M. Yves Berthelot l'a dit tout à l'heure, la ville est très verte. Ça surprend d'ailleurs quand on arrive en avion sur Atlanta. On ne voit pas les maisons. Les maisons sont sous les arbres. C'est quand même assez agréable. Il y a beaucoup d'habitants qui... Il y a deux choses. C'est la santé, qu'il faut prendre en considération. La santé et effectivement l'éducation, où l'éducation dans les écoles privées américaines est assez chère, autour de 20 à 22 000 $ par an. Merci pour ces chiffres. Nous allons faire une courte page de publicité, après lequel nous évoquerons les modalités liées à la création d'entreprises. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bonjour, rebonjour, nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International consacré à Atlanta aux États-Unis. J'accueille de nouveaux invités sur le plateau. Lucius Medja, vous êtes avocat pour le cabinet Lex International, spécialisé dans le droit des affaires et le droit des sociétés aux États-Unis. Et Olivier Sureau, expert comptable chez Jade Associates et conseiller du commerce extérieur. On va parler dès à présent des procédures liées à la création d'entreprise. Monsieur Smedja, première chose, avant de créer une entreprise, il faut rentrer sur le territoire américain. On sait qu'obtenir un visa n'est pas chose aisée. Quel visa doit-on demander si on souhaite s'installer en tant qu'entrepreneur? Il y a deux types de visas qui s'imposent. Il y a le visa L1 et le visa E2. Le visa L1 amène vers la carte verte. Le visa E2 ne le fait pas. Commençons avec le L1. C'est un visa prévu pour les transferts des employés hautement spécialisés ou de direction
d'une entreprise existante en France ou ailleurs dans le monde vers... quand on veut détacher quelqu'un. On veut détacher quelqu'un pour diriger ou pour soutenir les activités de l'entreprise aux États-Unis. Ce visa, pourvu que l'entreprise est détenue par des actionnaires français, au moins 50% des actions, ou c'est des sociétés affiliées où il y a un lien d'affinité, enfin au moins 50% de détention des parts, c'est assez facile à obtenir. Ça peut durer, une fois que le dossier est constitué, ça peut durer 2-3 mois. Ça coûte à peu près entre 3 000 à 4 000 $, peut-être 5 000 si c'est un cas difficile. Un mot sur l'autre visa, assez rapidement. Oui, le visa E2, c'est pour les investisseurs. Là, il faut investir des sommes assez importantes dans une entreprise active. Bon, je dirais pas moins de 100 000 $, dans une entreprise qui est de nature active. Et on obtient ce visa assez facilement également. Le coût est à peu près les mêmes, mais il faut vraiment démontrer que c'est une entreprise réelle. Pour continuer au sujet des visas, nous allons écouter tout de suite Delphine Martin, qui est consultante senior immigration pour le cabinet Karl Waid. On parle communément également du visa H-1B pour les emplois qualifiés et demandant une expérience professionnelle et un niveau d'études minimum Bac+4. C'est le visa H-1B qui est soumis, lui, à quota. Les États-Unis ouvrent 60 000 places par an pour ce type de visa. Les demandes de visa sont sponsorisées par une entreprise américaine. L'ouverture se fait au moment du mois de mars, à partir du mois de mars, 6 mois avant le début de l'année fiscale. Ça concerne en général des gens qui ont un niveau Bac+4 et une expérience professionnelle. Il faudra démontrer également que sur place, ils n'ont pas trouvé le profil spécialisé. Un visa temporaire limité à 3 ans, renouvelable jusqu'à 6 ans. Et qui permet également de faire une demande de carte verte. Donc au-delà des 6 ans, si la personne a déposé une demande de carte verte, on pourra également obtenir un renouvellement au-delà des 6 ans pour une année supplémentaire. Les conjoints des personnes sous H-1B peuvent être également autorisés à travailler. Maître, outre le visa, quelles sont les démarches pour monter sa société à Atlanta ? Les sociétés géorgiennes se montent très facilement. On peut utiliser une variété de structures comparables aux SA, aux SARL d'ici. Qui s'appelle comment aux États-Unis ? C'est une C Corporation, donc comme une SA, mais on peut la créer avec très peu de ressources, très peu de participants. Combien ? Avec même, il y a des sociétés unipersonnelles, donc avec un actionnaire, un président, secrétaire, etc. Une personne, en d'autres termes. On peut créer des sociétés à responsabilité limitée, des limited liability companies. Il faut faire une planification avant de constituer la société parce qu'il y a des conséquences et des avantages fiscaux d'un côté et de l'autre. Et je pense que il faut toujours travailler avec une bonne étude comptable également pour vous conseiller. Les avocats fiscalistes et les comptables font cette planification ensemble. Justement, M. Sureau, un mot à ce sujet. Que peut-on dire de la fiscalité des entreprises en Géorgie et à Atlanta ? Un mot, c'est difficile, mais la fiscalité en Géorgie et particulièrement à Atlanta est relativement intéressante comparée à d'autres États. Il faut savoir de toute façon qu'il y a une fiscalité fédérale qui s'applique à tout le monde, à la fois au niveau personnel et au niveau des sociétés. Et au niveau de l'État de Géorgie, vous avez une fiscalité à la fois au niveau personnel qui est relativement basse, qui est avec une tranche d'imposition maximale de 6%, et au niveau de l'impôt sur les sociétés, pour les sociétés donc, qui est de 6%, qui est un taux unique à 6%. Sachant qu'un avantage fiscal important, qui n'est pas des moindres, si vous avez une société qui exporte l'intégralité de sa marchandise en dehors de la Géorgie, il ne paiera aucun impôt au niveau de l'État de Géorgie. Et ça, c'est une fiscalité qui attire beaucoup d'entreprises en Géorgie et qui est très très intéressante. Après, vous avez une fiscalité locale qui est une sorte de TVA, qui s'appelle les Sales Tax, qui, elle, au niveau d'Atlanta, a un taux unique qui est de 8%. Merci beaucoup. On va tout de suite faire une petite pause de publicité et on revient après la pub.
confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, consacré à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Atlanta, une ville tremplin pour lancer son business. Monsieur Denis Barbet, monsieur le consul, combien compte-t-on d'entreprises françaises en Géorgie et à Atlanta, et dans quels secteurs sont-elles implantées? Il y a à peu près 250 implantations d'entreprises françaises à Atlanta. Il y a des différents secteurs, en fait. C'est une grande variété, puisque l'économie de la Géorgie est assez diversifiée. Il y a, en citer quelques-unes, je risque d'en oublier d'autres. Commencer par Thales, par Lafarge, Quels sont les secteurs vraiment, sans citer vraiment d'entreprise, le nom des entreprises, mais quels sont les secteurs dans lesquels elles sont implantées? Vous citez Thales, Lafarge. Bâtiment, technologie. Automobile aussi? Non, pas vraiment automobile. Il y a l'électronique, bien entendu. Électronique. Ils sont très nombreux. On peut citer aussi l'aéronautique. L'aéronautique, mais Airbus va s'installer en Alabama. C'est un État voisin, en fait, du sud-est des États-Unis. D'accord. Mais quand même, parmi ces entreprises qui sont basées dans l'aéronautique, je me retourne vers vous, Monsieur Dissot, qui êtes de retour sur ce plateau. Vous avez implanté Mintag à Atlanta. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce choix? Alors, pour diverses raisons. On voulait absolument être implanté sur la côte est des États-Unis pour travailler avec des horaires plus courtoises avec Paris. Et Atlanta allie les avantages d'une très grande métropole, avec les coûts d'une ville de 2e ou 3e catégorie. Donc le premier avantage était vraiment économique, avoir un coût de main-d'œuvre et un coût d'implantation qu'une société de taille moyenne comme la nôtre peut se permettre. Deuxième point, un aéroport, le premier aéroport mondial, qui permet à nos équipes de voyager partout à travers les États-Unis en environ 2 heures et avec des vols directs sur l'Amérique du Sud. Et troisième point, je pense qu'Atlanta est tout de même un pôle aéronautique avec des sociétés comme Thales, comme Zodiac Aerospace, et évidemment sous le lead de Delta Airlines, qui est la première compagnie aérienne mondiale. Donc pour nous, ces 3 facteurs économiques, marché et proximité avec l'Europe ont pesé fortement dans la balance. Monsieur Sureau, qu'est-ce qui attire vos clients ici à Atlanta? Je pense que c'est comme on l'avait évoqué juste à l'instant, en fait, un terme de coût qui est souvent récurrent. Aussi, je pense qu'en termes de qualification de la main-d'œuvre, c'est vrai que vous l'évoquiez tout à l'heure, l'image entre guillemets des États du Sud. Je pense qu'Atlanta n'a pas cette image, parce qu'on l'évoquait, c'est une ville assez cosmopolite, et aussi lié au fait qu'il y a des très très bonnes universités, et ça aide énormément. On en parlera tout à l'heure. Il y a des très très bonnes incitations fiscales également, des aides comme le crédit d'impôt recherche, ou des aides au niveau fiscal, au niveau de la création des emplois, pour aider et faire baisser le taux de chômage en Géorgie. Donc il y a toute une panoplie et toute une conjonction de facteurs qui permet, en fait, qui favorise et qui pousse à l'implantation, lié au fait de l'aéroport aussi, qui est un atout d'Atlanta. Pour ceux qui souhaitent donc imiter Christophe Dissot ou les clients d'Olivier Sureau, voici les premiers conseils de Philippe Jafflin, directeur exécutif de Conégie, qui nous parle en fait des opportunités à implanter son business à Atlanta. Globalement, la Géorgie est un État pro-business, qui respire le business, avec une croissance économique supérieure à la moyenne nationale. Donc les problématiques ne sont pas tellement spécifiques à la Géorgie, et on retrouve les mêmes problématiques que dans les autres États américains, c'est-à-dire l'obtention d'un crédit. Il y a aussi d'autres aspects qu'il faut éviter de parler dans les premières relations, les premiers instants de la relation, comme la religion ou la politique, afin de faciliter les transactions commerciales. Et un point aussi très important, c'est le recrutement des ressources et le choix, l'adaptation à la culture. Il faut savoir se hâter lentement. Le marché ne pardonne pas vraiment les erreurs. Il y a des très grandes entreprises françaises qui ont échoué. Donc c'est difficile, c'est un marché difficile. Donc il faut savoir
se hâter lentement, interfacer la culture, s'adapter à la culture, sans pour autant, je dirais, abandonner ce qui fait la compétence européenne, qui est très prisée ici. Alors, Monsieur Dissot, la compétence européenne qui est très prisée ici, est-ce que c'est vrai à Atlanta ? Je pense, un peu comme le disait M. Jafflin, à Atlanta et également sur une ampleur nationale aux États-Unis. Maintag, on est une société technologique technologique et aéronautique. Et le pôle technologique et le pôle aéronautique européen est extrêmement apprécié aux États-Unis. Donc évidemment, ça ne peut qu'aider. Monsieur Berthelot, vous avez rejoint également le plateau. Qu'est-ce qu'on peut dire des pôles de compétitivité à Atlanta, en Géorgie ? Alors, il n'y a pas de pôle de compétitivité au sens exactement français du terme, mais il y a des zones effectivement importantes, des domaines très importants qui ont été évoqués, qui sont souvent liés aux technologies, aérospace, etc., aussi aux services, et qui sont extrêmement vibrants. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités. Je rappelle que l'aéroport aussi, qui est le plus grand au monde, il y a d'ailleurs 4 vols par jour directement entre la France et Atlanta, est un atout phénoménal pour l'industrie. Et Atlanta est donc un moteur économique du Sud-Est, sans doute un peu grâce à l'aéroport. Un moteur économique aussi parce qu'il y a des pépinières d'entreprises ? Tout à fait. Donc ça attire énormément, bien sûr, non seulement les grosses mais les PME, mais il y a vraiment aussi des start-up et des pépinières. Il se trouve que mon université, donc Georgia Tech, est très active dans ce genre de transfert de technologie du savoir. Et il y a beaucoup de mécanismes qui ont été créés, notamment autour de l'ATDC, Atlanta Technology Development Center, qui crée énormément d'entreprises sur Atlanta. C'est-à-dire que des jeunes diplômés sont d'abord intégrés dans l'université et ensuite partent lorsque leur entreprise peut voler de ses propres ailes. Voilà, c'est un schéma qui peut être classique. Il y a d'autres schémas, mais effectivement, il y a plusieurs mécanismes pour créer, si vous voulez, des sociétés, des start-up à partir de savoir, de connaissances, qui souvent, et c'est vrai, part de l'université, mais ça peut être de R&D dans des grandes entreprises, etc. Ça peut être des expats qui viennent démarrer leur propre entreprise. Il y a plusieurs mécanismes et la TDC est toujours prêt à aider pour créer Atlanta. Et vraiment, pour ça, l'atmosphère est très, très supportive, comme on dit là-bas. On va revenir un petit peu sur la qualification de la main-d'œuvre. La formation, justement, de cette main-d'œuvre fait l'objet d'un programme spécifique qu'a mis en place l'État de Géorgie aux États-Unis. C'est Daniel Bowers qui nous explique. Daniel Bowers, qui est directeur de la Chambre de commerce franco-américaine à Atlanta. L'État de Géorgie, ils ont créé un programme qui s'appelle Quick Start. Alors, c'est un programme pour entraîner les employeurs pour une société. Alors, ça veut dire que si moi j'étais un fournisseur aérospatial et je voulais venir m'installer dans l'État de Géorgie, alors je pourrais venir créer la société, commencer à fabriquer l'usine, mais qu'est-ce que je fais pour entraîner les employés? Alors, le programme de Quick Start, ce qu'ils vont faire, c'est de faire un programme individualisé à l'entreprise où ils vont venir à votre pays découvrir comment ça marche chez vous, dans l'usine ici, et ils vont créer un moyen de former les employés aux USA avant que l'usine s'ouvre. Comme ça, dès que vous êtes prêts à créer des choses, à fabriquer des choses, vos employés sont déjà formés, exactement comme vous le voulez. Et ce programme, c'est très privé. Ça reste entre vous et l'État de Géorgie. Et c'est un programme qui appartient à l'entreprise après. Alors, c'est complètement payé par l'État de Géorgie. C'est gratuit pour l'entreprise. Et c'est une façon de venir s'installer en Géorgie et d'avoir un main-d'œuvre prêt à travailler le jour même que vous ouvrez l'usine. Monsieur Dissot, je vous vois regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention. C'est un programme qui est intéressant pour les entrepreneurs. Alors, c'est un programme qui est certes très intéressant, programme sur lequel je ne peux pas trop commenter car Maintag n'a pas utilisé ce programme. Par contre, je voudrais rendre un hommage à Daniel Bowers de la Chambre de commerce franco-américaine qui a vraiment, en ce qui nous concerne, fourni un travail considérable pour l'implantation de Maintag à Atlanta. Pour revenir un petit peu sur la main-d'œuvre, quel est le montant des salaires à Atlanta? Combien on paye un employé là-bas? Alors, bon, évidemment, ça dépend tout à fait du niveau d'employés que l'on a besoin. Je pense, en ce qui me concerne, que c'est...
je dirais 20%, 20-25% de moins qu'un employé égal à New York, par exemple au niveau ingénieur ou même au niveau assistant commercial. Pour les mêmes compétences, pour les mêmes compétences, oui. Avec des employés aussi qualifiés. Avec, comme on le disait, particulièrement au niveau des universités technologiques, donc comme Georgia Tech, une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, très proche d'Atlanta. Donc on vous entend faire beaucoup de dresser un petit peu une liste de points positifs à venir s'installer à Atlanta. Est-ce qu'il y a quand même des points négatifs, Monsieur Berthelot? Écoutez, j'habite là-bas depuis 30 ans et je suis très content donc, d'être un résident d'Atlanta. Je suis sûr qu'on peut trouver des points négatifs, mais ils ne me viennent pas directement à l'esprit. Alors, si vous ne viennent pas à l'esprit, John McIntyre, président d'honneur des CCE pour le sud-est des États-Unis, lui en a quelques-uns. Il nous en reste la liste dans une vidéo. Peut-être que l'écosystème lui-même, dans le domaine des hautes technologies, que l'on trouve dans le Silicon Valley, en Californie, n'est pas aussi développé. Et qu'il n'y a pas assez de capital risqueur sur place. Pas encore de pôle de taille continentale. Mais ils sont en pleine éclosion. Et les entreprises présentes ne pourront qu'en profiter. Des organisations, par exemple, telles que Atlanta Startups, Technology Association of Georgia, le très connu ATDC, qui est une pépinière, ATDC, sont de véritables accélérateurs. Et les nouveaux venus sont accueillis les bras ouverts dans la meilleure des traditions sudistes et cosmopolites. Le financement facile peut encore être un problème. Il n'y a pas autant de pépinières qu'à San Francisco. Le visa de travail peut être un problème. Mais avec le bon choix d'un avocat, la question peut être résolue très rapidement. Lorsque M. McIntyre évoquait le manque de capital risqueur, vous avez dit c'est vrai? Oui, je pense que c'est vrai que par rapport à effectivement San Francisco ou d'autres grandes métropoles américaines, il n'y a pas ce niveau de capital risque à Atlanta pour l'instant. Mais comme le disait mon collègue McIntyre, c'est en train d'évoluer. Il y a vraiment beaucoup de dynamisme dans la région d'Atlanta. Concrètement, un capital risqueur, c'est quand qu'est-ce que c'est exactement? Parfois, pour faire démarrer certains types d'entreprises, il faut vraiment avoir des moyens, les reins solides pendant 3, 4, 5 ans, et pendant lesquels vous ne faites pas de profit. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui puissent mettre des dollars pour vous soutenir pendant quelques années jusqu'à ce que vous puissiez vraiment franchir ces étapes vers le marché. Donc ça, c'est souvent soit du venture capital, soit du angel capital, mais c'est souvent très nécessaire pour faire éclore le marché. C'est un peu le secret de Silicon Valley, c'est qu'il y a beaucoup de milliardaires par là-bas. Monsieur Dissot, un point négatif à venir à Atlanta? Moi, ce serait plutôt au niveau culturel, et encore, cela dépend. Lorsqu'une société comme la nôtre, par exemple, détache un cadre français à Atlanta, bon, il y a quand même, Atlanta n'est pas New York, n'est pas San Francisco, il y a quand même un petit choc culturel quand on arrive à Atlanta. Voilà, mais une fois ce petit choc passé, moi je ne vois que du positif à être à Atlanta. Parfait. Alors, en tout cas, les entrepreneurs français semblent vraiment avoir trouvé leur place. Preuve en est l'événement France-Atlanta, dont vous êtes l'un des artisans, Monsieur Berthelot. Est-ce que France-Atlanta, qui a dépassé l'année dernière pour sa 3e édition un record, plus 35% de participation, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet événement, sur la genèse de ce projet? Avec plaisir. Donc, en 2010, le consul général de France à Atlanta était Monsieur Le Dinf, le prédécesseur du consul général Barbet. Et quand nous nous sommes rencontrés, le consul général Le Dinf a eu l'idée de développer un partenariat entre le consul général de France et Georgia Tech pour créer cette série d'événements. Donc ça s'est passé à chaque fois en 2010, 2011, 2012, vers novembre. Et nous avons une vingtaine d'événements qui étaient centrés sur des événements scientifiques ou bien économiques, enfin business, ou bien culturels ou humanitaires. Et l'idée, c'était de faire un peu bouger le sud-est des États-Unis et d'attirer des Français dans ce système pour faire vraiment dynamiser un petit peu ces relations. Et ça fonctionne? Eh bien, écoutez, ça fonctionne. Ça a été un pari au début parce que c'était très ambitieux, il faut le dire. Et nous avons démarré donc avec plus de 3000 personnes en 2010. Juste un mot sur les partenariats. Vous pouvez nous parler un petit peu des différents partenariats qui existent entre la France et justement à Atlanta?
Alors, il y en a beaucoup de niveaux, parce qu'il y a eu des partenariats artistiques, par exemple, entre le Louvre et le High Museum d'Atlanta. Il y a des partenariats, bien sûr, universitaires, dont je pourrais parler plus, entre la France et Atlanta. Il y a des partenariats économiques évidents qui ont eu lieu. Donc, il y a tout un tissu de partenariats. Et je crois que la mayonnaise est vraiment en train de prendre, si vous voulez. On a dépassé un seuil critique qui fait qu'Atlanta est vraiment une ville assez francophile, finalement. On va écouter Monsieur le Consul général à ce sujet. Monsieur le Consul, peut-être un mot sur la 4e édition qui aura lieu à la rentrée prochaine. Effectivement, comme vient de le dire Yves Berthelot, que je salue ce soir, nous préparons la 4e édition qui aura lieu fin octobre, début novembre 2013. Nous avons déjà donc des partenariats identifiés dans le domaine culturel, économique, humanitaire et scientifique. Et donc, si nous avons nous-mêmes nos sponsors pour financer cette opération, je pense que ce sera le même succès, puisque France Atlanta est devenu un rendez-vous maintenant attendu par tous nos partenaires et par la communauté française, la communauté franco-américaine d'affaires et nos partenaires américains, notamment la mairie d'Atlanta, que je voudrais saluer, qui nous soutient beaucoup, le gouverneur de Géorgie qui nous soutient également. Et il faudra aussi rappeler l'appui qu'on obtient aussi de la ville de Toulouse et des institutions de Toulouse, puisque Toulouse est jumelée avec la ville d'Atlanta en Géorgie. Il y a aussi, pour revenir, Monsieur Berthelot, un fort partenariat avec Metz. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Effectivement, il y a un jumelage également entre la Lorraine et l'État de Géorgie, qui date de 1988. Et pour des raisons historiques, il se trouve que l'université d'Atlanta, Georgia Tech, a été invitée à ouvrir un campus en Lorraine à Metz. Donc ces relations marchent très très bien. Chaque année, nous envoyons environ 400 étudiants américains vers la Lorraine, enfin en France, et nous avons environ 100 étudiants français qui commencent le master à Metz et terminent leur diplôme à Atlanta. Très bien. Alors, je souhaite remercier Monsieur le Consul Denis Barbet, Monsieur Dissot, Monsieur Berthelot. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Juste après la pub, vous pourrez voir une vidéo sur Los Angeles réalisée par Pierre-Loup Durand, un vidéaste amateur dans le cadre du concours Une ville en images mis en place avec TV5 Monde. Retrouvez la suite de notre tour du monde des 24 heures chrono de l'international demain dès 11h, heure de Paris bien sûr, avec une émission consacrée à Hong Kong, en Chine. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv.